Bonsoir à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir d'être ici ce soir, puisque même si ce soir vous entendrez un peu l'accent québécois, qui a persisté, même si ça fait 23 ans que j'habite en France, sachez que je suis bayonnais d'adoption. Voilà. Donc, je le dis parce que parfois, j'interviens ici pas très loin, et ensuite on me dit « Ah, mais vous êtes venu d'outre-Atlantique pour venir, c'est dommage, vous allez repartir, etc. » Non, 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 j'habite ici, donc je ne suis pas très, très loin, donc c'est un plaisir d'intervenir ce soir à Anglette. Et je suis vraiment très heureux de voir qu'il y a beaucoup de jeunes ce soir, parce qu'en toute honnêteté, je n'ai pas l'habitude d'intervenir avec autant de jeunes. C'est-à-dire que parfois, il y a des jeunes, mais pas autant. Et là, j'en vois beaucoup ce soir et je suis très honoré parce que, vous savez, mon travail, en quoi ça consiste? Quand on voit socio-anthropologue de l'adolescence, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Qu'est-ce que cette personne fait exactement? Eh bien, mon travail, il est assez simple. Mon travail, je dirais qu'il m'enseigne l'humilité en permanence. Pourquoi? Parce que ce que je fais, c'est que je rencontre des jeunes, je leur pose des questions et j'essaie tout simplement de comprendre le sens qu'ils donnent à leur comportement. C'est-à-dire que je pars avec l'idée que moi, je ne sais pas et on passe une heure ensemble, des fois je le fais avec des groupes de jeunes, et on essaie de s'intéresser à qu'est-ce qui se cache derrière leur comportement. Et je peux vous dire une chose, ça fait maintenant plus que 15 ans, presque 20 ans que je fais ça, et je suis toujours surpris. En fait, je suis toujours surpris, c'est-à-dire que moi, j'arrive avec ma casquette d'expert qui est supposée savoir, et je fais un entretien, et tout d'un coup, on me fait découvrir qu'il y a une signification à un comportement que je n'attendais pas. Je vous donne un exemple concret qui date un peu. Vous vous souvenez, à un moment donné, les selfies sont apparus. Ça date un peu déjà. Les selfies sont apparus et là, évidemment, à chaque fois que quelque chose apparaît, la société des adultes s'excite un peu, s'énerve un peu, il y a un peu de panique. Et là, tout d'un coup, on se disait « Ah, quelle génération de narcissiques qui se regardent en permanence! Qu'est-ce qui se passe? » Il y avait beaucoup de choses qui étaient dites dans les médias. Alors, on s'est dit « Allons faire des entretiens avec des jeunes pour voir qu'est-ce qu'ils nous disent. » Et là, je me souviens de cette question. Je pose la question suivante à une jeune fille. Je lui dis « Est-ce que tu as déjà pris un risque avec un selfie? » Et là, la jeune fille a dit « Ah oui, 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 j'ai déjà pris un risque avec un selfie. » Et là, à ce moment-là, je ne sais pas pour vous, mais moi, ma machine à interprétation s'est mise en marche. Et j'avais déjà une idée de ce qu'elle allait me répondre. Et je me suis dit, elle va me répondre soit une des deux choses suivantes. Soit qu'elle va me dire, « OK, j'étais au bord d'un ravin ou sur le bord d'une autoroute dans un endroit dangereux et j'étais tellement omnibulé par moi-même que je me suis mis en danger. » Certains d'entre vous avaient imaginé cette réponse. Ne levez pas la main, je vois vos sourires. Deuxième possibilité, je me disais, elle a pris un selfie qui n'est pas vraiment un selfie, qui montre des choses qu'il ne faut pas montrer, ou elle s'est mise dans une situation où elle était peut-être éméchée, du moins ça attentait à sa réputation si cette photo allait être vraiment envoyée à quelqu'un d'autre. Et là, moi, j'attends, expert, je suis devant la jeune fille, je suis certain qu'elle va me répondre une de ces deux réponses et elle me dit « Ah oui, 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 j'ai pris un risque la première fois que j'ai pris un selfie en public. » Tu peux m'expliquer parce que je ne comprends pas. Et elle me dit « Ah oui, tu sais, la première fois que j'ai pris un selfie devant mes amis, j'ai osé leur montrer que j'avais autant de valeur qu'elles. » Et là, tout d'un coup, mon regard qui était orienté vers quelque chose me fait comprendre que même si ça faisait des années que je m'intéressais à ce sujet, bien que je n'avais pas accès en fait à ce qui se jouait pour cette adolescente. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les jeunes vivent exactement la même chose, mais je suis en train de dire que le sens donné aux pratiques nous échappe très, très souvent. Très, très souvent, quand on est face à des pratiques numériques, on a tous un peu, je parle aux adultes cette fois-ci, on a tous l'impression que c'est parfois un peu secondaire ou futile ou même, disons-le, un peu bébête. Mais quand on fait des entretiens et qu'on s'intéresse à ce qui se cache, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est tout le contraire. On se rend compte qu'il y a des choses importantes qui se jouent. L'image de soi,
des questions existentielles que vous avez rencontrées quand vous aviez leur âge aussi, des choses importantes qui se jouent dans le rapport aux amis, dans le rapport au père, PAIRS. Et donc, on a toujours des surprises et on est face à ces jeunes, finalement, qui lient leur pratique numérique à quelque chose qu'on connaît bien, devenir adulte, la formation d'identité, des questions qui sont, j'ai envie de dire, assez banales, au sens où nous-mêmes les avons vécues. Alors là se pose la question suivante. Quelle posture on adopte en tant que société, en tant qu'adulte? Est-ce qu'on se dit, OK, c'est une culture à redécouvrir pour essayer de comprendre et garder le lien de confiance? Ou est-ce qu'on met en permanence l'accent sur les risques alors qu'on entend bien qu'il faut aussi en parler? Tout à fait. Je vais vous lire un petit extrait d'entretien qui a été réalisé il n'y a pas très longtemps et qui nous montre l'importance de revenir à ce dialogue pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache. Non pas pour banaliser les risques, mais pour pouvoir garder le dialogue. Il y a une jeune qui me parle du fait qu'il y a quelques années, elle a utilisé une application de rencontre et elle a eu une relation, en tout cas amoureuse en ligne, en tout cas elle a rencontré quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré en physique. Et elle m'explique qu'elle sait un petit peu quand même que c'était peut-être un peu problématique parce qu'elle a un petit recul de 1 ou 2 années. Et elle me dit, mais j'en ai pas parlé à mes parents parce qu'ils m'avaient fait de la prévention. Tu n'en as pas parlé à tes parents parce qu'ils t'avaient fait de la prévention. Alors, vous imaginez bien que ça a suscité un peu ma curiosité. Et donc, je lui ai demandé pourquoi. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pas parler à mes parents parce qu'ils avaient fait de la prévention. Et voici ce qu'elle répond. Oui, parce que je savais très bien que si j'en parlais, en fait, que j'avais rencontré quelqu'un sur une application, je savais très bien que mes parents, ils n'allaient pas bien le prendre. Ils n'allaient pas du tout bien le prendre. À chaque fois, ils me faisaient asseoir, ils me disaient « Regarde ce qui est arrivé à ces jeunes filles ». Et même si j'essayais peut-être parfois de tâter le terrain, ça se voyait que c'était catégoriquement non. La communication entière avec mes parents, c'était un peu compliqué. Donc, je ne me voyais pas du tout en parler. Il n'y avait que ma meilleure amie qui était au courant, sinon je n'avais même pas parlé à ma sœur, j'avais vraiment pas envie d'avoir, je dirais du coup, des ondes négatives par rapport à ça, alors que c'était la seule chose de bien qui m'arrivait. Même si je savais quelque part que c'était un peu une illusion, ce n'est pas quelqu'un que je connais réellement, mais je voulais me conforter dans une idée un peu rassurante en fait. Et donc, vous voyez le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que personne ici ne veut, évidemment, j'ai envie de dire, banaliser les risques qui ont été évoqués juste avant. Ils existent, ils sont présents, mais une chose que toutes les personnes qui étudient ce sujet vous diront, c'est que le premier facteur de prévention, c'est le lien de confiance tissé avec les jeunes. Leur capacité, leur possibilité de pouvoir aller vers vous, et pas seulement vous, il y a d'autres personnes, heureusement, de pouvoir aller vers les adultes et des personnes référentes en toute confiance pour discuter lorsqu'il y a un problème. Et c'est à ça qu'on est confronté aujourd'hui. C'est que d'un côté, on est tous d'accord, il faut parler des risques, et en même temps, lorsqu'on a une vision trop risco-centrée, eh bien, on risque de mettre à distance des jeunes qui aimeraient peut-être nous en parler. C'est la vraie question qu'on peut se poser ce soir, c'est est-ce que finalement, nous nous disqualifions parfois en tant qu'interlocuteurs potentiels? C'est une bonne question. Et là, on jette la pierre à personne parce qu'on est tous un peu pareils. On peut faire à manger le soir en se disant « Ah, c'est jeux vidéo, ouais, c'est jeux vidéo, c'est ordinaire, c'est jeux vidéo. Ah, vidéo TikTok, ah, c'est ordinaire, etc. » Mais la question qui se pose, c'est quel message nous envoyons aux jeunes lorsqu'il s'agit de parler des choses importantes, parce que le problème, c'est que la plupart des jeunes vivent des choses importantes à travers leur pratique numérique. Et c'est le défi auquel on est confronté, mais il y a probablement des pistes de solutions pour s'assurer que le lien de confiance demeure. Alors,
C'est la vraie question, c'est que se poser, mais finalement, je vous dis, il y a des liens importants entre l'identité des jeunes et les pratiques numériques. Alors la question, c'est quel lien qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on connaît de ce lien entre le fait de devenir adulte aujourd'hui et les pratiques numériques des jeunes? Alors, vous savez, si un jour vous allez dans une autre conférence et qu'on vous parle des pratiques numériques et qu'on ne vous parle pas de comment on devient adulte au 21e siècle, à mon avis, il y a un petit souci. Pourquoi? Parce que quand on fait des entretiens, les jeunes font des liens en permanence avec le fait qu'ils deviennent adultes et qu'ils se posent des questions sur leur vie. Donc, ne pas parler de ça, c'est un peu être à côté un petit peu de ce qui se joue. Et quand on se pose la question de comment on devient adulte au 21e siècle, il y a un mot-clé à retenir, un mot-clé qui revient en permanence. On dit que les jeunes aujourd'hui, et je parle sous le contrôle des jeunes, vous me direz après si j'ai dit des bêtises ou pas, on dit qu'on devient adulte par expérimentation. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire devenir adulte par expérimentation? Ça veut dire la chose suivante. C'est que les jeunes sont obligés de prendre en main leur destin. On leur dit « deviens adulte, autonomise-toi, fais des choix, avance sur le chemin de l'autonomisation ». Et en même temps, ils font face à une pluralité de possibilités, toute une diversité de possibilités. Construis-toi un avenir professionnel. Oh, mais j'ai beaucoup de choix. Construis-toi une vie affective. C'est quoi exactement un couple au 21e siècle? Est-ce que c'est aussi clair qu'il y a 100 ans? Vous voyez, je ne prends aucun risque qu'il y a 100 ans. D'accord? C'est quoi, finalement, être un homme ou une femme avec cette pluralité de modèles? Et donc, les jeunes d'aujourd'hui se retrouvent dans une société où on leur offre plusieurs manières d'être. On leur dit « fais des choix », mais comment savoir quel est le bon choix à faire? Alors, ils répondent par l'expérimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais tester différentes versions, je vais mettre en scène différentes façons d'être et je vais voir comment les autres vont réagir. Prenons l'exemple. Vous avez 12-13 ans, vous vous posez des questions sur qu'est-ce qu'être un homme ou qu'est-ce qu'être une femme, questions banales, anthropologiques. Hein? On doit devenir homme ou femme, on se pose des questions sur le genre, etc. Bien, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire des tests. Je pense qu'être un garçon, c'est se comporter de telle façon. Je pense qu'être une fille, c'est parler de telle façon. Ou on m'a tellement dit que parler comme une fille, ça devait être comme ça, je vais faire le contraire pour vérifier si c'est bien ou pas. Je vais m'habiller de telle façon. Test, mise en scène. Alors, si vous êtes dans une société de l'expérimentation et je vous pose la question, si vous êtes incertain parce qu'il y a beaucoup de modèles qui vous sont proposés et que vous mettez en scène pour vérifier, imaginons que les questions sont vraiment pour vous essentielles et vous êtes dans l'incertitude. Ça vous angoisse même. Comment faire pour savoir que votre test doit vous faire décider de prendre telle décision ou telle décision? Bien, vous allez vouloir le regard des autres. Vous allez vouloir avoir un retour. Si vous vous posez des questions sur qu'est-ce qu'être un homme ou une femme, vous allez mettre en scène différentes façons d'être homme ou femme et vous allez attendre des retours. Et en fonction des validations et invalidations, vous continuerez à vous créer une posture de garçon ou de fille. Alors, si la question est vraiment angoissante pour vous, est-ce que vous allez attendre une semaine pour avoir un retour? Est-ce que vous allez attendre un mois? Ou est-ce que vous allez préférer avoir un retour assez rapidement, dans l'instant? Alors, je pense que vous voyez pourquoi je vous raconte tout ça. C'est que l'expérimentation, vous savez, c'est depuis la fin des années 90-2000 qu'on en parle en sociologie. Mais évidemment, depuis, c'est passé une chose, c'est que l'expérimentation touche les jeunes dans les différents domaines de l'existence, genre, relations affectives et sexuelles, religion, etc., etc. Et donc, c'est un mouvement défensif. Je mets en scène une version de moi-même pour avoir un retour, et comme par hasard,
quand les réseaux sociaux sont apparus, comment ils ont été construits? Ils ont été construits précisément pour faciliter la mise en scène de soi chez les jeunes. Petits commentaires, partage de contenu, petites photos, petites vidéos. Et ils ont multiplié les manières de recevoir des retours. Petits commentaires, trois bonhommes, clin d'œil, 4 cœurs, like, flamme, etc., etc., etc. Et là, j'en oublie certains. Vous me mettrez à jour à la fin de la conférence. Vous me direz si j'ai oublié des manières de recevoir des validations ou des invalidations. Les réseaux sociaux ont évolué depuis 10 ans, mais fondamentalement, on est dans cette logique de validation-invalidation. Alors, vous comprenez, la chose qui se passe, c'est que le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que finalement, vos retours à vous en tant que parents, vous êtes en compétition avec tous les regards numériques et toutes les manières dont on peut être validé ou invalidé à l'ère du numérique. Mais le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, vous pouvez en permanence aller chercher un regard. Le problème, c'est qu'un parent normal, n'est pas toujours disponible pour valider ou invalider ses jeunes. Et donc, on se retrouve en compétition avec des dispositifs qui offrent cette possibilité aux jeunes d'avoir des retours en permanence. Alors, ce soir, je n'aurai pas le temps de faire le tour de tout, mais si vous regardez bien, posez-vous la question, à qui s'adressent les jeunes à l'ère du numérique? Quand quelqu'un poste quelque chose ou diffuse quelque chose, à qui il s'adresse? Eh bien, on s'est rendu compte que les parents que nous sommes, on est en compétition avec au moins 5 regards. La première chose, c'est qu'on voit qu'il y a des jeunes qui produisent du contenu pour eux-mêmes. C'est-à-dire, ils vont produire soit de l'écrit, des photos ou des vidéos, et en fait, ils vont garder ces choses-là pour eux, et ils vont les regarder par la suite. Donc ça, c'est important de le savoir, parce que si un jour, en tant que parent, vous tombez sur un contenu et que vous considérez qu'il est un peu problématique, assurez-vous déjà de savoir s'il était destiné à être diffusé, parce que ce n'est pas certain. Ensuite, à qui ces jeunes s'adressent? On se rend compte qu'ils s'adressent à un autrui significatif, donc c'est-à-dire à un meilleur ami, un petit copain, une petite copine, via les messageries. Donc là, on est dans un autre cas de figure. Mais vous avez aussi des jeunes qui vont s'adresser à l'audience imaginée. Je ne sais pas si les jeunes peuvent imaginer ce que j'entends par audience imaginée. C'est quand vous publiez quelque chose sur, par exemple, une story et qu'il y a plusieurs personnes qui vous regardent. Et donc, votre publication, vous savez à peu près qui vous regarde, mais pas totalement. Oui? Donc, on peut imaginer que les gens nous ont vus. Très intéressant. Quatrième regard, des personnes jamais rencontrées physiquement. Des personnes avec qui on n'a jamais parlé. Et on fait toujours attention de comment les nommer, ces personnes, parce que moi, je suis mal placé pour dire que ce sont des inconnus, puisque si je joue à des jeux vidéo et que sur Discord, depuis 3 ans, je joue et en aparté, je parle avec Thomas en Angleterre et que je lui confie des secrets personnels à qui je n'ai jamais parlé, difficile de l'appeler un inconnu. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que tous ces regards sont disponibles en permanence pour rassurer les jeunes. Vous êtes dans l'incertitude, vous voulez un retour, vous voulez quelque part une réponse à votre question. Eh bien, nous, parents, ne sommes pas toujours disponibles, pas toujours accessibles, mais à l'ère du numérique, on peut en permanence aller chercher un regard pour être validé ou invalidé, je vais le dire autrement, pour être rassuré. Et là, les choses se sont compliquées encore davantage, parce que depuis quelques mois, peut-être même un peu plus, on est en compétition avec l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, vous pourrez en parler après la conférence avec les ados et les jeunes qui sont là, demandez-leur s'ils utilisent tout le temps l'intelligence artificielle. Moi, je n'ai pas encore rencontré un ado qui utilisait tout le temps l'intelligence artificielle. Il les utilise dans certaines situations. Alors la question, c'est dans quelle situation
ils utilisent l'intelligence artificielle. Pourquoi à ce moment-là, ils l'utilisent et à d'autres moments, ils ne l'utilisent pas? C'est quand même une bonne question. Alors, on a fait nos devoirs et on a été rencontrer des jeunes, on leur a posé la question. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Bien, on a vu plusieurs choses. Je vais vous donner encore un extrait d'entretien qui est quand même assez intéressant. Il a 17 ans, Elliot, il me dit « Quand je pose la question à d'autres personnes, ils donnent un avis biaisé par des émotions, quoi. Et je me dis qu'avec l'IA, ça peut permettre d'avoir un avis vraiment, un autre avis totalement différent de l'avis des autres. Des thématiques sur la mort, sur le suicide, par exemple. Quand je demandais ça à mes potes, souvent ils ne voulaient pas répondre ou juste ils rigolaient. Donc je me suis dit, pourquoi pas poser ça à ChatGPT? Vous voyez, cet extrait est intéressant. C'est un sujet délicat, on en conviendra, mais c'est un sujet qu'on sait, qui sont réfléchis par les jeunes. Et vous-même, quand vous étiez ado, c'est des sujets auxquels vous avez pensé. Qu'est-ce que ce jeune nous dit? Il ne nous dit pas « je n'ai pas d'amis pour discuter ». Très intéressant. Il nous dit « j'ai des amis pour discuter, mais ce ne sont pas des interlocuteurs avec qui j'arrive à parler de choses importantes. » On le voit bien. Et donc, il se replie sur ChatGPT. Et donc, ce qui est intéressant quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est que dans la plupart des réponses des jeunes, ce qu'ils nous disent, c'est « ce que je n'ai pas trouvé là, je vais le chercher vers l'intelligence artificielle. » Vous voyez ce que je veux dire? Ce jeune, on lui pose la question « As-tu déjà fait quelque chose d'important avec l'intelligence artificielle? » Il ne dit pas « J'ai été questionner l'intelligence artificielle sur des questions existentielles et sur la mort. » Il ne dit pas ça. Il nous dit « J'ai essayé d'en parler avec mes amis, ça n'a pas fonctionné et j'ai été vers ChatGPT. » Autre exemple important. Cette fois-ci, c'est une jeune fille. Elle me dit, quand je lui pose la question, « As-tu déjà fait quelque chose d'important avec l'intelligence artificielle? » Elle dit, « Nous, les filles, en général, on a déjà eu cette appréhension, par exemple, pour les premières règles. Mort, sexualité. Question importante. J'en ai pas forcément parlé à mes parents, ni à un médecin. Donc, j'ai cherché sur Google. Et c'est vrai que j'avais des trucs pas cool, quoi, qui m'ont fait pas mal cogiter certaines nuits. Quand j'ai eu mes toutes premières règles, j'ai demandé pourquoi le sang devenait marron à Google, des choses comme ça. Et c'est vrai que les réponses, c'était des choses comme « Vous avez peut-être un cancer ». Je trouve qu'il y a vachement plus de bêtises sur Internet, alors que l'IA, une fois qu'on a confiance en elle, on voit que ce n'est pas des bêtises ce qu'elle raconte. C'est bien pour se reposer et arrêter d'avoir peur de tout et de rien en fait. C'est bien pour se reposer et arrêter d'avoir peur de tout et de rien en fait. Et donc, je peux vous dire une chose, c'est que je ne dis pas que tous les usages de l'IA sont liés à ça, mais quand on regarde sur le milieu scolaire, il y a des jeunes qui nous disent « je ne l'utilise pas souvent », mais ils vont vous dire « je l'utilise quand je suis stressé, quand j'ai l'impression que c'est très important, quand je n'arrive pas à parler à mes parents ou à un médecin, quand je n'arrive pas à parler à mes parents. » Attention, je ne suis pas en train de dire que les parents ne sont pas là, mais il y a peut-être des problèmes de maths pour lesquels on n'est pas toujours bien placé. Disponibilité, accessibilité. On voit aussi des jeunes qui vont dire « Ah, mais cette fois-là, le prof, je ne comprenais pas trop bien. » Ou des jeunes qui vous disent tout simplement « J'avais peur de l'échec à ce moment-là. Je me souviens, un petit jeune, tout petit comme ça, il a 12-13 ans, il dit « Moi, je l'ai utilisé une seule fois, l'intelligence artificielle. » Je dis « Bon, une seule fois. Pourquoi? » « Ah, ben, je ne savais pas comment faire le devoir qu'on m'avait donné. » « C'était quoi ton devoir? » « Ben, il fallait faire un poème. » « Ben, c'est un poème sur quoi? Tu avais déjà fait des poèmes? » « Oui, j'avais déjà fait des poèmes. » « Pourquoi celui-là? » « Ah, parce que c'est un poème sur l'amour. » Oui. Toujours cette question d'être rassuré, assez intéressant,
c'est bien pour se reposer et arrêter d'avoir peur de tout et de rien. Et on se rend compte de plus en plus que les pratiques numériques sont souvent très liées à cette idée de réguler des craintes, de réguler des angoisses, de gérer le stress. Dans une école au Québec l'année passée, ils interdisent le smartphone. Très bien. Ils disent, OK, on va discuter avec les jeunes pour voir comment ils vivent les choses. Donc là, ils s'attendaient à ce qu'ils disent, oui, mais bon, on ne peut plus communiquer avec nos amis, on ne peut plus... Réponse. Comment on va faire pour gérer le stress avant les examens? Ah, très intéressant. C'est-à-dire que l'équipe enseignante avait compris qu'il libérait les jeunes d'un certain poids, ce que vous avez compris. Chercher la validation ou l'invalidation et avoir le choix de le faire en permanence peut être psychiquement quand même fatigant. Mais en même temps, ils enlevaient une pratique qui permettait aux jeunes de réguler le stress. Alors, la question, ce n'était pas de savoir si on interdit ou pas, c'était surtout pour savoir qu'est-ce qu'on donne en remplacement, tout simplement. Mais pour ça, il faut imaginer qu'il n'y a pas que des pratiques positives, négatives, mais aussi des choses positives qui se jouent. Par exemple, certains disaient tout simplement, j'écoute de la musique avec mon smartphone, par exemple. Mais d'autres disaient, ça me permet de me retrouver un peu seul avant l'examen. Et là, la question que j'avais envie de poser à l'équipe enseignante, c'est est-ce qu'il y a des salles aménagées pour que les élèves se retrouvent un peu seuls avant l'examen? Ah, c'était ça la vraie question. Alors, vous voyez, le monde que je vous décris, c'est que les pratiques numériques des jeunes nous révèlent quand même la nécessité de réguler des choses qui sont humainement pas très surprenantes, mais qui peuvent devenir quand même un peu stressantes, voire angoissantes. Et donc, ce qu'on voit surtout, dans un premier temps, c'est des pratiques qui permettent la régulation. Mais évidemment, les choses ne sont pas aussi simples et il existe des comportements ou des phénomènes qui sont encore plus questionnants. Donc, vous avez compris, cette première logique, c'est la logique de la validation. Je l'appelle comme ça. Souvent, les plus jeunes rentrent assez vite là-dedans avec cette idée de chercher des retours, etc., avec ces différents regards. Mais il y a une autre logique qui existe. C'est qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand les jeunes ont 12, 13, 14 ans, ils sont très souvent dans cette logique de validation. Retour, flamme, etc., petit bonhomme 3, etc. Et ils grandissent. Et là, tout d'un coup, ça devient un peu moins important. Hein, je me souviens, il y a une jeune fille, elle a 17 ans comme ça, et je lui dis, est-ce que tu changes souvent ta photo de profil? Et là, elle me regarde et fait, ah, c'est vrai, je la change plus très souvent. Ah, ça veut dire que tu la changeais souvent avant. Ah oui, c'est vrai. Oui, je la changeais très souvent, même. À un moment donné, je la changeais même des fois, je l'ai changée 2 fois par jour. Ah bon? Et je dis, mais pourquoi? Elle dit, mais tu sais, à ce moment-là, j'avais l'impression de changer tellement vite que je voulais que l'image publiée me corresponde. Et elle me dit, ah oui, j'avais peur que si je me promenais dans la rue et que je croise quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps physiquement, j'avais peur qu'elle ne me reconnaisse pas. Très intéressant. Et là, elle s'arrête et elle me dit ceci, elle dit, ah oui, je présentais une version réactualisée de moi-même. Je me suis dit, si les jeunes de 17 ans parlent comme ça, moi, je vais perdre mon job. Parce que c'est de traduire en termes sociologiques ce qu'on me raconte, version réactualisée de moi-même. Mais vous voyez, les usages changent. Ce que je veux juste dire, c'est que la logique de validation, elle peut un peu disparaître avec le temps, mais peut-être que vous me direz que vous connaissez des adultes qui sont aussi dans cette logique. Et là, on voit qu'il y a une autre logique qui prend la place, c'est la logique de l'information. Et j'aimerais vous en parler un peu, parce que la logique de l'information, comme je l'entends ici, ce n'est pas seulement les actualités, c'est toute forme d'information qu'on peut recevoir à partir de contenu. On s'informe sur un sujet, sur quelque chose, en ayant du contenu, en ayant accès à du contenu. Et là, tout de suite, on pense, par exemple, au scrolling, où on passe d'un type d'information à un autre en permanence. Alors, qu'est-ce qu'on a vu quand on s'est intéressé à ça? On s'est dit, mais quel lien avec la santé mentale des jeunes?
est-ce que c'est vraiment délétère? Est-ce que c'est vraiment bien? Qu'est-ce que ça leur fait? Alors, on s'est dit, OK, on ne va pas commencer avec des questions directement sur les réseaux sociaux, on va leur poser des questions sur leurs inquiétudes en général et on va essayer de comprendre le rôle des réseaux sociaux. Donc, on commençait les entretiens avec des questions générales sur l'inquiétude. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent? Qu'est-ce qui t'inquiète? Comment tu vois l'avenir? Bon, etc. Et on les laissait parler au nom des réseaux sociaux. Et évidemment, tout le monde nous en a parlé. Et ça, c'est une réalité. Donc, on s'est posé la question de qu'est-ce qui se joue. Alors là, on est sur du 15-24. Donc là, on est sur un petit peu plus âgé. Et qu'est-ce qu'on a vu? Bien, on a vu qu'il y avait quand même des normes qui étaient quand même très questionnantes. La première était la suivante. C'était être inquiet, bien, quelque part, c'est normal. Être inquiet, c'est quelque chose de normal. Et là, je dis, ah bon, c'est quelque chose de normal? Ben oui. Et là, on nous regardait, les intervieweurs, on disait, mais tu as vu qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis inquiet pour mon avenir professionnel, ça renvoie à des choses qu'on a connues nous aussi. Mais il disait, mais franchement, tu as vu l'état de la planète, la politique, la géopolitique. Et donc, une des choses qui est ressortie de l'étude, c'est que non seulement certains disaient, la plupart disaient, être inquiet, c'est pas surprenant, voire c'est normal, certains disaient, à demi-mot, ben, c'est un marqueur du grandir. Si je n'étais pas inquiet, je montrerais quand même que je n'ai pas tout compris. Je montrerais que je suis un petit peu à côté de la plaque. Et plusieurs disaient, employaient cette expression que vous connaissez, ils disaient, ben, je ne suis quand même pas dans un monde de bisounours. Et je ne suis pas un bisounours non plus. Et donc, il y avait presque cette affirmation de ben, je suis inquiet, donc ça prouve quelque part que je comprends le monde dans lequel je suis. Et voir, ben, je suis un peu un adulte, quoi. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas seulement cette norme qui explique un petit peu, vous l'avez compris, les chiffres désastreux sur la santé mentale des jeunes. C'est qu'il y avait une autre norme qui apparaissait, qui était quand même très, très intéressante. C'est que ces jeunes ne se considéraient pas seulement dans un monde d'inquiétude, ils se considéraient responsables de leur bien-être et de leur santé mentale. Ils se sentaient responsables de leur bien-être et de leur équilibre intérieur. Je vais vous donner un exemple concret. Pourquoi je me permets de dire ça? Si je vous dis, le détour va vous paraître un peu particulier, mais vous allez voir, je vais mieux revenir vers aujourd'hui. Si je vous dis un cauchemar au Moyen Âge, qu'est-ce que ça voulait dire pour les personnes qui le vivaient? Si je vous dis, vous êtes au Moyen Âge, dans une société dans laquelle on n'est plus, qu'est-ce que ça signifiait? Quand vous allez voir un peu ce qui se passait, un cauchemar, c'était considéré comme une visite de quelque chose d'extérieur. Et donc, c'est un message qui n'était pas adressé à vous. Le cauchemar, c'était quelque chose qui était adressé au collectif. Donc, vous aviez le devoir d'en parler aux autres. Très important. Le cauchemar au Moyen Âge n'était pas considéré comme quelque chose qui m'appartient. Donc, si je le vivais, j'en parlais avec les autres, c'était une affaire collective. On avance dans le temps, la psychanalyse arrive par là, et qu'est-ce qui se passe? Le cauchemar, c'est quelque chose qui révèle quelque chose que j'ai en moi et qui m'appartient. Et donc, je peux essayer de déchiffrer c'est quoi. Mais dans les entretiens qu'on faisait, certains jeunes disaient, quand ils parlaient de leurs mauvaises nuits et des cauchemars qu'ils faisaient, ils disaient « c'est la preuve que je n'arrive pas à gérer ma vie. » Vous voyez le glissement? On passe d'une société dans laquelle où on considère quelque chose qui nous anime comme extérieur et qu'on partage, à une société dans laquelle c'est quelque chose d'individuel qui nous anime, à quelque chose qui est un signe qu'on ne sait pas gérer sa vie. J'ai eu même une jeune une fois qui me dit « Ah non, mais c'est très bien parce que moi, quand je suis très stressé, je somatise et j'ai des plaques sur les bras, donc c'est bien, ça me permet de voir que là, je suis en train de perdre la gestion. » Vous voyez ce que je veux dire? Effet de surresponsabilisation. Et donc, on est face à ces deux normes qui sont très questionnantes sur la question de la santé mentale des jeunes. D'un côté, être inquiet. De l'autre côté,
gérer sa vie intérieure, gérer son bien-être. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des jeunes qui ne sont pas dans un paradigme de l'épanouissement personnel nécessairement, mais qui sont sur « je dois rester inquiet sans devenir anxieux ». Et donc, je dois gérer. Alors, quel lien avec les réseaux sociaux? Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est l'arrière-plan de justification à certaines pratiques numériques. Vous avez des jeunes qui nous ont dit, 15-24, qui nous ont dit ceci. Ben, tu sais, moi, les médias traditionnels, j'aime pas ça beaucoup. Hein. Pourquoi? Ben parce qu'ils ne nous montrent pas la vérité. Ils ne nous montrent pas la vérité, et puis moi, tu sais, je trouve ça normal de savoir comment ça se passe. Je ne suis pas un bisounours. Et donc, vous avez des jeunes qui justifient, qui ont été voir des images sur l'actualité, des images horribles parfois, des images difficiles, et qui savent que ce sont des images difficiles, mais qui le justifient au nom de « être inquiet, c'est normal, et je ne suis pas dans un monde de bisounours ». Je me souviens d'un jeune militant un peu écologiste comme ça, et qui dit « Ah ben moi, j'ai été voir des vidéos d'abattoirs. » Je lui dis « Qu'est-ce que ça te fait? »« Ah, c'est horrible. » « Mais pourquoi tu les as regardés si tu les trouves horribles? »« Ben, tu sais, je ne suis pas dans un monde de bisounours. C'est la vérité, c'est la réalité. » Et vous avez un discours chez certains jeunes de justification d'aller voir les vraies images pour bien s'informer. Première chose qu'on a observée. Mais le problème, c'est qu'en même temps, quand ces jeunes voient des images difficiles, ils se retrouvent dans une forme de mise à l'épreuve parce que vous regardez des images compliquées, difficiles, voire un peu violentes, mais vous gérez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on voit chez certains jeunes la tendance à aller voir des images difficiles comme étant des formes de mise à l'épreuve. Je vois des images difficiles, mais je gère. Norme de l'inquiétude, norme de la gestion de son bien-être et de son équilibre intérieur. Alors, le problème qui se pose, c'est que vous avez cette situation, et là, on rentre dans des choses un peu plus complexes encore, c'est qu'on se rend compte de quelque chose, c'est que quand des jeunes, et quand vous regardez des contenus, vous vivez des émotions. Et la question, c'est, qu'est-ce qui se joue au moment où des jeunes vont faire du scrolling et qui vont vivre des émotions? Alors, il y a une sociologue qui a dit la chose suivante, pour en discuter pendant la période de questions si vous n'adhérez ou pas, mais moi je trouve ça assez intéressant. Elle dit l'émotion aujourd'hui a une dimension performative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Selon cette sociologue, Eva Illouz pour ne pas la nommer, elle dit quand on regarde du contenu, on vit une émotion, et nous, individus rationnels, on a tendance à regarder l'émotion et à l'évaluer. Alors, disons-le autrement. Je vois des photos, des images de guerre, ça me met en colère, je regarde la colère, je me dis « Ah, je suis en colère », et donc ça vient prouver un aspect de ma personnalité. Je suis en colère parce que je suis empathique, voire je suis en colère parce que ça représente une posture politique. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a une dimension performative. Vous vivez une émotion et ça peut venir confirmer une idée que vous vous faites de vous-même. D'accord? Ça, on l'a découvert comme ça. Comment? Ben, encore une fois, un jeune engagé en faveur de l'écologie et qui dit « Ah ben moi, je suis en faveur de l'écologie et je vais voir du contenu d'extrême droite. » Bon, c'est un peu paradoxal. Et je dis « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu scrolles puis tu cliques sur du contenu qui est à l'opposé de ce que toi tu penses? » Ben, il dit, parce que ça me met en colère. Vrai, hein? Je me dis, d'accord, ça te met en colère, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu peux m'expliquer? Il dit, mais c'est pas compliqué. Il dit, tu sais, il y a plein de gens qui disent, ah, les militants écologistes, leur identité, c'est l'éco-anxiété, gna gna gna, etc. Il dit, non, non. Il dit, moi, mon identité de militant, c'est la colère. Et je trouve ça normal d'être en colère. Puis il dit, en plus, c'est très bien, parce que plus que je clique sur du contenu qui me rend en colère, plus que l'algorithme, forcément, me renvoie du contenu qui me garde en colère. Très intéressant cette discussion avec ce jeune, parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit précisément ce qu'Eva Illouz dit. C'est-à-dire qu'il vit une émotion qui vient confirmer une idée qu'il a de lui-même.
Oui. Alors là, vous avez compris, je l'emploie pour vous parler de l'identité d'un militant écologiste. Mais on peut imaginer que ça fonctionne pour n'importe quel type d'identité. On peut imaginer que ça fonctionne pour une manière de voir la masculinité ou la féminité, ou même d'autres sujets. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à ce que les jeunes voient, mais parfois je me demande si on s'intéresse à ce qu'ils ressentent quand ils voient le contenu. Et c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, puisque vous l'aurez compris, si vous avez dans votre vie différentes façons d'exister, que vous êtes valorisé à gauche et à droite dans votre club de sport, votre club de musique, que ça ne se passe pas trop mal avec vos parents, ce que je vous raconte là n'aura pas trop d'impact. Mais si c'est la seule manière que vous avez de vous sentir exister, alors là se pose la question du renforcement de certaines tendances et de certaines identités. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il ne faut pas non plus, devenir trop rapidement paniqué, mais en même temps, on se dit, s'il n'y a pas des contrebalanciers, ça peut devenir quand même assez problématique et on peut l'imaginer facilement. Alors, vous voyez, ce qu'on est en train de décrire, c'est quand même très complexe parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez voir du contenu violent qui vous touche psychiquement, mais en même temps, ce contenu peut quelque part vous rassurer puisqu'il vient confirmer une partie de votre identité. Et ça, c'est compliqué. Parce que vous comprenez qu'à l'adolescence, c'est ce que j'essaie de décrire depuis le début, être rassuré est parfois plus important que tout. C'est à ça qu'on est confronté. Des dispositifs qui permettent de rassurer les jeunes à un moment où nous tous adultes, on est dans des courses effrénées où on n'est pas toujours accessible et on n'est pas toujours disponible. Gros problème qui se pose et qui quand même nous montre à quel point la relation de qualité devient de plus en plus importante. J'ai encore un peu de... Alors, logique de validation, logique d'information, et je vais passer à une troisième logique, qui est la logique de la connexion. Je pense que la plupart des jeunes ici, mais vous me direz, la première fois que vous avez été connecté à distance, c'est avec vos parents. Généralement, ce sont les parents qui connectent les enfants à distance maintenant. Et on met assez rapidement un téléphone, un smartphone dans les mains des enfants. Et donc, ils apprennent quelque chose à travers ça qui est très importante, qui est une norme que nous connaissons tous, c'est d'être joignable en tout temps. Hein? Et quand vous essayez de vous déconnecter, si vous dites à votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre femme, « Hey, je vais me déconnecter pendant 3 semaines », vous risquez quand même d'avoir quelques injonctions. Et même 48 heures, vous allez en avoir aussi. Et là, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir vous justifier. Parce que quand il y a une norme et qu'on contrevient à la norme, il faut se justifier. Et donc, on est dans ce monde, mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'on connecte les enfants très rapidement et là, on leur apprend à répondre à cette injonction. Réponds quand je te contacte. Hein? Et on est dans ce monde. Alors, on a inventé une expression pour décrire tout ça, c'est le pacte de connexion. Alors, le pacte de connexion, qu'est-ce que c'est? Le pacte de connexion, c'est un contrat que vous passez entre vous, avec vos amis, avec vos enfants, avec vos conjoints-conjointes, avec tout le monde que vous connaissez autour de vous, vous passez un pacte de connexion. C'est un contrat plus ou moins explicite. Et ce contrat, qu'est-ce qu'il stipule? Qu'est-ce qu'il précise, ce contrat? Eh bien, ce contrat, il précise le nombre d'échanges attendus, la fréquence des échanges attendus dans une durée de temps, du type « je m'attends à ce que Sophie m'envoie 2-3 textos par semaine » ou que je ne reçois un par jour. Et surtout, ça délimite la durée d'attente acceptable pour recevoir une réponse. Et là,
passez en revue vos pactes de connexion. Et là, vous vous rendez compte que c'est quand même très étrange parce qu'ils sont très différents d'une personne à l'autre. Et quand Roger nous envoie un texto après 24 heures, c'est bon. Mais si Sophie n'a pas répondu en 5 minutes, on se met à trembler et à suer. Hein, on est d'accord. Et donc, le pacte de connexion nous montre qu'il n'y a rien de plus subjectif. C'est dans le rapport, en fait, les uns avec les autres. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on passe des pactes de connexion avec les plus jeunes. Donc, on s'attend à ce qu'ils répondent. Alors, qu'est-ce qu'on voit et quel impact ça a sur les jeunes? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la conférence, je suis en train de vous dire, regardez, on est dans un monde où les jeunes doivent faire des efforts. Ils doivent faire des efforts pour ne pas nécessairement aller sur les réseaux sociaux pour se reconnecter. Ils doivent faire des efforts pour ne pas publier telle chose. Ils doivent faire des efforts pour ne pas scroller puis être attirés parce que ça leur procure comme plaisir. Il faut faire des efforts pour arrêter de jouer à un jeu vidéo qui est 24 heures sur 24 disponible. Il faut faire un effort, un effort, un effort, un effort. Et il faut aussi faire un effort pour ne pas répondre à ses parents. Alors, ça s'ajoute. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit, c'est une chose qu'on voit de manière très générale. C'est que vous êtes face à des jeunes de 15 ans. Donc là, je ne donne pas des mauvaises idées aux jeunes qui sont ici et je ne suis responsable de rien. Mais vous avez des jeunes de 15 ans qui nous disent, ben voilà, moi, c'est pas compliqué. Quand mes parents me contactent puis je suis en soirée avec mes amis et tout ça, ben c'est 2 heures d'attente minimum. Ou ils disent, quand même très intéressant, ou qui disent ceci, ils disent, ben de toute façon, ils attendront quand je vais rentrer le soir. Mais ce n'est pas incroyable. Il faut qu'ils fassent un effort de déconnexion pour vivre ce que vous avez vécu, la même chose à leur époque. Vous partiez, vous arriviez en retard et vous vous justifiez. Mais il n'y avait pas de contamination de petits textos ou d'impératifs d'appeler pendant que vous étiez avec vos amis, on est d'accord. Et là, ils doivent faire un effort supplémentaire. Donc, ceux que je décris ici, qui vous racontent droit dans les yeux en entretien, ben moi, c'est 2 heures d'attente, ben, c'est super pour eux, parce qu'ils ont une preuve qui s'autonomise. Vous comprenez, la connexion, en fait, ça leur permet de montrer qu'ils s'autonomisent, ils ont une preuve concrète. Et en plus, ils peuvent le montrer à leurs amis. Ils peuvent dire, regarde, il m'appelle encore, bon, on va attendre. Hein? Donc, c'est génial, en fait. On se dit, bien, en fait, on leur dit toujours sois autonome, et là, ils ont un outil qui leur permet de le montrer, même de le signifier à leurs amis, etc. Mais vous avez compris que ce ne sont pas tous les jeunes qui se retrouvent dans ce cas de figure. Vous avez des jeunes qui se retrouvent de l'autre côté. C'est-à-dire des jeunes qui vous expliquent qu'ils vont aller se cacher dans les toilettes pour téléphoner à leurs parents, pour envoyer des messages avant qu'ils les appellent, et qui visiblement nous parlent de ces espaces d'autonomisation comme étant contaminés par la présence parentale. Et donc, ils doivent faire encore un effort et on sent bien que ça les stresse un petit peu plus. Et c'est souvent ce qu'on voit dans les pratiques numériques, on voit une espèce de séparation comme ça entre ceux qui s'en servent pour devenir encore plus acteurs de leur vie. Hein, c'est ceux qui nous disent aussi « Oui, j'aime bien quand qu'ils m'ont vu, et là, je ne réponds pas. » OK, très bien. Et les autres qui disent « Mais il faut que je réponde tout de suite. » Et là, il y a une différence qui sépare les deux. Alors, vous voyez, je dois arriver... Oui, hein, c'est ça. Je vois que... Alors, vous voyez bien, j'ai décrit 3 logiques. La logique de la validation avec la mise en scène, qui est souvent le cas des un peu plus jeunes, mais qui persiste. Et là, qui demande quoi? Bien, qui demande des efforts encore de résistance. Comment attendre? Vous voyez, nous, on arrive et on dit, bien oui, mais moi, je suis présent pour répondre à tes questions. Sommes-nous disponibles et accessibles? Première question. Sommes-nous disponibles et accessibles pour être rassurants? Sur tous les sujets? Est-ce qu'on délègue ça à un autre adulte? Est-ce qu'il y a des espaces possibles? Et le problème, c'est que les pratiques numériques deviennent une espèce de miroir de notre difficulté, et là je dis en tant que société, à répondre en fait à ces attentes. Deuxième logique, vous l'avez vu, cette question de l'information avec les émotions que ça suscite. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'on s'intéresse beaucoup à ce qu'ils voient
Mais je me pose la question, est-ce qu'on s'intéresse à ce qu'ils ressentent lorsqu'ils voient tel ou tel contenu? Bon, c'est très bien de faire de la déconstruction d'images, etc., très bien. Mais est-ce qu'on s'intéresse aussi à ce qu'ils vivent à l'intérieur? Et la dernière logique, la logique de la connexion. En quoi on est acteur d'un renforcement d'une norme qui fait qu'on doit répondre en tout temps et à quel point on accepte, j'ai envie de dire, la transgression et comment on le vit aussi? C'est une bonne question. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous voyez à travers ces trois logiques, ce qu'on voit, c'est que d'un côté, il peut y avoir un côté, il faut le reconnaître, qui peut être problématique, qui peut être très épuisant, qui pose des questions sur la santé mentale des jeunes. Et en même temps, on se rend compte qu'ils peuvent aussi jouer un rôle rassurant et accompagner le devenir adulte dans une société où, vous comprenez, où c'est de plus en plus flou, ou en tout cas un peu moins clair que peut-être pour nous. Voilà, je m'arrête ici. Je vous remercie pour votre attention et on peut maintenant discuter.